Thank you very, very much indeed. Now I open the debate. Friends, the floor is yours. Je vais peut-être poser une première question pour dire que je suis un petit peu embarrassé par votre discours, que j'ai trouvé très beau et effectivement très original. Et en même temps, vous relevez notre impuissance à tous, parce que en réalité, la troisième voie que vous soulignez entre l'euroscepticisme et l'euronationalisme, elle est difficile à trouver et elle est difficile à communiquer. On peut avoir la foi dans l'Europe comme on a la foi dans l'homme, mais parfois on a l'impression de prêcher dans le désert. Là, on arrive avec des élections où on s'attend tous à une catastrophe. C'est même un sujet de tristesse d'y penser, de voir notre impuissance en tant que, pour l'ENA, modestement, formateur, dire que nous n'avons pas réussi à faire émerger une élite, au moins une élite, qui soit capable de porter un discours humaniste et européen. Quand je vois des camarades de promotion instrumentaliser les élections européennes, quand je vois l'ensemble des partis politiques se méprendre sur le rôle du Parlement, au-delà même des concepts, c'est les outils qui ont été mis en place au service de ces concepts qui sont bafoués et nous sommes incapables de les expliquer. Donc je voulais vous demander comment concrètement on pouvait agir pendant ces quelques semaines si on voulait être efficace, plutôt que de se lamenter dans nos milieux où à plusieurs on s'attriste de la situation. Donc qu'est-ce que concrètement nous pourrions envisager de faire pour profiter de ces 6 mois? C'est très peu à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'univers, mais là on a 6 mois où nous pourrions agir. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire concrètement? Bah écoutez, si déjà on est d'accord sur l'idée que j'ai essayé de développer, que l'identité européenne est une idée post-nationale et que ce que nous devons faire, démontrer, c'est comment faire fonctionner cette démocratie post-nationale. Si on part de là, et si au moins on l'affirmait comme ça serait déjà un formidable défi dans le débat public qui a lieu aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Le président français François Hollande, je ne sais pas si vous avez voté pour lui. Moi, j'ai appelé à voter pour lui. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Il a dans un texte, un essai, un article, une tribune, dans Le Monde, parlé de la France à l'horizon 2025. Si vous prenez votre Google Recherche et vous demandez s'il a parlé une fois d'Europe, bingo, vous tombez sur rien. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, les responsables politiques se projettent dans l'avenir, dans un avenir simplement national. Vous allez me dire si ça pourrait marcher, pourquoi pas? Le problème, et c'est ça, c'est mon point de départ, c'est pour ça d'abord je dis que le point de départ, c'est la possibilité de penser autrement et de proposer autre chose. Dans 30 ans, plus aucun État européen fera partie du G8. Aucun, même pas l'Allemagne. Donc de deux choses l'une, où nous voulons reconquérir de la souveraineté face à la mondialisation. Cette souveraineté, elle ne peut plus être nationale. Les marchés ont balayé la souveraineté nationale. Et ce n'est pas donc en disant, oui, évidemment, on peut faire comme Marine Labelle, en disant on sort de l'Europe, on sort de l'euro, on ferme les frontières et tout ira bien, Madame la Marquise. Vous savez, de temps en temps, des fois, je suis un petit gamin, je rêve, je me dis, putain, mais qu'elle prenne le pouvoir pendant 6 mois, et vous allez voir, les Français vont tellement, ils vont subir les conséquences que ça va être la révolution tout de suite. Hein. Non, ça ne marche pas comme ça en politique, hein, ça ne marche pas comme ça. Je veux dire, c'est vraiment... mais pourquoi? C'est que le contrepoids, c'est que personne, ou très peu de politiques, quand ils sont au niveau national, disent la vérité à leurs citoyens. La démocratie, c'est-à-dire la souveraineté des citoyens, on ne peut la reconquérir que par l'Europe. Sinon, ce sont les marchés, ce sont les multinationales, eux qui sont effectivement, qui ont le pouvoir. Parce que, si vous prenez l'idée de la démocratie, pourquoi on n'a pas besoin d'être un grand socialiste hein, ou de gauche pour avoir ces idées. Adam Smith,
qui n'était pas tout à fait un homme de gauche, c'était quand même à l'origine de l'idée libérale. Pourquoi il était pour un espace politique étatique, un État? Parce qu'il disait le marché a fait exploser les petits espaces politiques. Et la mondialisation a fait exploser la possibilité démocratique des États-nations traditionnels. C'est pour cela que l'Union européenne aujourd'hui a le devoir, après avoir stabilisé le projet de paix, de stabiliser le projet de régulation de la mondialisation. C'est ce débat que nous devons mener. C'est dire aux citoyens, voilà, vous avez raison quand vous êtes angoissés face à la mondialisation. Alors vous allez me dire, oui, mais l'Europe n'a pas la bonne politique. Oui, d'accord, mais les États-nations non plus n'ont pas la bonne politique. Donc on balaye tout, mais ça ne fonctionne pas. Donc je dis, oui, c'est vrai, l'Europe n'a pas la bonne politique, parce que c'est une Europe intergouvernementale. Vous avez un budget européen qui est décidé à l'unanimité. C'est imaginer le budget américain, c'est déjà compliqué avec le Congrès, hein? Mais imaginez le budget américain, ce sont les 50 gouverneurs américains qui doivent le décider 2 fois par an à l'unanimité. Oh, dormez bien, citoyens, vous n'aurez jamais un budget américain. C'est impossible. L'unanimité, c'est la fin de la démocratie. L'unanimité, c'est vraiment le chantage permanent. Donc voilà, et pourquoi? Parce que justement cette idée de démocratie post-nationale, de dépasser justement les espaces nationaux, cette idée-là n'est pas rentrée dans la tête, je ne parle pas des élites, des acteurs politiques. Et c'est pour cela que moi je crois, et c'était déjà il y a 4 ans, dernières élections, c'était la même chose, on nous annonçait que ça va être les populistes et machin. Non, si par exemple nous on a fait quand même un score qui n'était pas dérisoire, c'est parce qu'on a osé vraiment mettre vraiment sur pied un projet, de parler d'un projet européen et de parler de la vie. Que la vie dans une Europe qui fonctionne, c'est vraiment quelque chose qui nous amène peut nous amener plus de plaisir que la vie dans des pays qui sont complètement coincés dans la mondialisation. Et ça, et alors là, vous pouvez faire des propositions concrètes. Un budget européen, 5% du produit, je ne parle pas de 23 comme les Américains, 5% du produit intérieur brut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un budget, si vous mettez 100 milliards dans la Banque européenne d'investissement, ça fait une force de levier multipliée par 10 de 1000 milliards d'investissements pour relancer l'économie européenne. Aucun pays européen ne peut faire ça. Aucun. Mais le budget européen le peut. Donc, vous voyez qu'on a une perspective. La relance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la transition écologique, on peut la faire. Ça veut dire de repenser un tissu industriel européen. On ne va pas quand même toujours défendre la voiture européenne, c'est pas possible. Vous n'allez pas faire survivre et Renault, et Peugeot, et Volkswagen, et Seat, et Fiat. Non, pour la simple raison que les citoyens européens achètent moins de voitures. Vous n'allez pas quand même faire une loi européenne obligeant chaque famille européenne à acheter au moins 3 voitures pour sauver l'industrie automobile. Non, il faut avoir un projet, un nouveau projet industriel pour l'Europe. Il faut non pas, quand les gens perdent leur poste, leur emploi, il faut voir si c'est un emploi d'avenir ou si c'est un emploi du passé, et donc leur donner le moyen d'accepter la transition. Mais on ne peut pas... Vous savez, la Bretagne, pour parler de ceux qui connaissent, les bonnets rouges, vous savez ce que c'est que les bonnets rouges? C'est les manifestations des casseroles au Chili contre Allende. C'est exactement ça qui a ouvert après la possibilité du putsch des militaires chiliens. C'est la réaction dans le sens traditionnel du terme, sauver des emplois. Et la France vient de décider de construire des super fermes, c'est-à-dire des fermes à 1000 bêtes dans une ferme de je ne sais pas combien, emmurée, sans lumière ni rien, pour produire de la viande et du lait. C'est ça la transition écologique, c'est ça la grande réforme de l'agriculture.
c'est de continuer l'industrialisation agricole qui, justement, amène à ces pertes que l'on connaît. Et tout le problème, et j'en finis par là, dans ce débat, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Car si nous voulons que ça change, nous devons être prêts à discuter de comment changer nos modes de vie. Si nous ne voulons pas changer nos modes de vie, eh bien, nous allons continuer avec une société d'hyperconsommation qui, elle-même, produit, en fait, sa propre dénaturation. Voilà le problème. Et c'est extrêmement concret. C'est la base du discours. Et à la fin, moi, ce qui m'inquiète dans la démocratie, ce n'est pas les divergences. C'est que les forces politiques, quelles qu'elles soient, les écologistes comme la gauche, comme la droite, quand ils vous parlent, quand ils vous proposent quelque chose, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, nous avons une idée, nous avons un plan, et que si nous sommes majoritaires, eh bien, nous allons nous en sortir. Aucune force politique ne vous dit, nous avons une idée, et nous voulons aller dans cette direction. Nous savons, par exemple, que si nous voulons la transition écologique, si nous voulons construire l'Europe, c'est-à-dire repenser nos démocraties, nous prenons un risque. Nous prenons le risque parce qu'un projet politique, ce n'est pas mathématique. Vous n'avez pas l'assurance du risque. Vous prenez un risque, vous dites en investissant dans l'économie d'énergie, en investissant dans le renouvelable, en investissant, en sortant du nucléaire, nous pouvons construire les bases d'une société plus moderne écologiquement. Mais nous savons que cette transition énergétique comporte des risques. Et nous disons à ceux qui veulent voter pour nous, vous êtes responsables de porter les risques avec nous. Mais sachez que les autres prennent d'autres risques. Vous ne choisissez pas un risque ou pas de risque. Dans les élections, vous choisissez entre des risques. Et vous êtes responsable après. À partir de là, le débat démocratique change. Et si on arrivait, et c'est ça qui est intéressant des débats au niveau du Parlement européen et de l'Europe, c'est que cette division droite-gauche, souvent, elle ne veut absolument plus rien dire. Vous avez des gens de gauche qui sont pour le nucléaire et qui sont contre. Vous avez des gens de droite qui sont pour le nucléaire et qui sont contre. Si vous prenez l'histoire des libertés, qui défend mieux les libertés? La gauche, Chavez, Castro, la Chine, ou alors comment l'Europe traite les Roms? La droite, NSA, et j'en continue, c'est difficile, droite-gauche. Si vous prenez l'Europe, vous avez l'euroscepticisme de droite et de gauche, etc., etc. Donc je crois qu'il faut réinventer la politique, et l'Europe, pour moi, c'est le moyen de réinventer la politique. Thank you. Your questions, please, or comments? Please. Thank you. Bonjour, Monsieur Cohn-Bendit. Vous parlez, vous prêchez des convaincus. Au Conseil de l'Europe, nous sommes tous plus ou moins des fonctionnaires européens. Nous travaillons sur les sujets de l'Europe. Le problème est qu'on a l'impression qu'on nous dit que retrouver sa souveraineté pour le peuple, c'est voter. C'est les élections, voter aux élections municipales, aux élections nationales, quitte à se venger. Et c'est ce que montrent en tout cas aussi les médias, nous semble-t-il. Est-ce que le piège n'est pas là précisément sur la notion, sur le manque de débat sur ce qu'est la démocratie? Si vous me permettez, il y a 33 ans, âge symbolique, vous débattiez avec Cornelius Castoriadis à Louvain-la-Neuve de la question de l'écologie et de l'autonomie. Vous y étiez?
J'étais un petit peu jeune. Ah bon, d'accord. Je m'imagine que je l'ai été. Vous évoquiez à cette occasion la question du fédéralisme, un mot que vous n'avez pas employé peut-être pour une raison précise jusqu'à présent. On connaît vos efforts dans votre parti au sein d'Europe Écologie Les Verts pour faire de la politique autrement. C'est raté. Bon, j'espérais ne pas vous le dire. Mais cependant, ma question est la suivante. Comment expliquez-vous qu'au moment où nos sociétés, dans la politique réelle en tout cas, semblent désirer davantage d'autonomie, au moment où justement les gens semblent désirer davantage d'autonomie, c'est à ce moment-là que dans la politique instituée, elle est le plus absente. Comment expliquez-vous ce phénomène que les gens continuent d'avoir l'illusion que la démocratie, c'est les élections à ces échéances? Deuxième question, est-ce que vous pensez sincèrement que le Conseil de l'Europe peut faire quelque chose de manière crédible dans ce domaine, au moyen de son forum mondial pour la démocratie, qui aura lieu la semaine prochaine, comme vous le savez peut-être, ou au moyen de son assemblée parlementaire, ou au moyen de ses débats? Est-ce que vous pensez que, de manière crédible, le Conseil de l'Europe, ou vous-même, au Parlement européen, vous pouvez parler d'autonomie 33 ans plus tard? Merci, Monsieur Cohn-Bendit. Je crois que nous vivons dans une période assez complexe, dans le sens que les gens, ou nos sociétés, ou dans nos sociétés, pour le dire plus clairement, l'on défend une idée d'autonomie qui est plus un corporatisme. C'est-à-dire, je défends mon précaré. En fait, ce qui manque, c'est la légitimité, la tentative d'une idée, d'une autorité de l'intérêt général. Ce qui est extrêmement difficile au niveau européen, mais même au niveau national, c'est d'expliquer, d'essayer de trouver et de confronter des idées sur l'intérêt général. C'est quand même, et je prends encore l'exemple de la France, vous savez, je vous donne deux exemples. Un exemple, et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé politiquement, après Fukushima. Après Fukushima, en France, vous avez tous les partis politiques, en fait, ont continué à dire ce qu'ils disaient comme avant. Bon, les écologistes étaient contre, donc c'est évident qu'ils ont dit, vous voyez, c'est bien la démonstration de ce qu'on dit. Et les autres ont dit, mais non, la France, nous, on a technologiquement, on a toutes les garanties. Alors avant, on nous disait, oui, mais vous comprenez, la Russie, Tchernobyl, oui, mais vous savez, hein, le socialisme et tout ça, c'est pas tout à fait ça encore, c'est pas la modernité. Alors avec le Japon, on était plus emmerdés quand même, hein, parce que c'est quand même le pays vraiment de la technologie et de la modernité. Et alors que le Japon n'ait pas su calculer que, si on veut, disons, le plus grand tremblement de terre avec la plus grande folie de la mer allait à une telle vitesse et telle hauteur qu'effectivement Fukushima ne résisterait pas, ils n'ont pas pu le calculer. En France, personne n'a bronché, personne n'a changé, pratiquement pas. En Allemagne, vous avez une chancelière. D'abord, vous avez un ministre, moi je n'oublierai jamais, de l'environnement, Röttgen à l'époque. Il est à la télévision avec son herpès, il va mal, on voit qu'il va mal. Et il dit, écoutez, pour moi, Fukushima change tout. Il y a une semaine, je vous aurais dit, l'impossible est impossible chez nous. Aujourd'hui, en Europe, plus personne ne peut dire qu'un accident nucléaire est impossible. Plus personne. Et puis la chancelière, quelques semaines plus tard, va au Bundestag.
Elle qui avait été élue pour arrêter la sortie du nucléaire. Elle a été élue, elle va au Bundestag et elle dit, phrase mémorable, « Je me suis trompée. De vouloir sortir du nucléaire était une erreur. Il faut le faire différemment, peut-être que les autres forces, mais il faut reprendre la sortie du nucléaire. » Ça, j'appelle, oui, du courage politique. C'est d'accepter de confronter une position à la réalité. Eh bien, en France aujourd'hui, vous avez des personnalités ou une classe politique, c'est l'amnésie totale. Écoutez, on peut être contre l'écotaxe. Il y a sûrement des arguments. Mais quand même, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, après candidate, qui prêchait l'écotaxe et qui aujourd'hui dit son contraire. On peut être contre la réforme des rythmes scolaires, mais la droite, Châtel, ministre de l'Enseignement, avait proposé la réforme des rythmes scolaires. Tout le monde disait que c'est nécessaire, que la France est le seul pays avec un rythme aussi fou pour les enfants. Personne aujourd'hui, parce que c'est mal fait, quels sont les politiques qui se lèvent et qui disent « mais enfin, calmons-nous, réfléchissons, peut-être qu'on n'y a pas mis assez de moyens, mais quand même, le problème, ce n'est pas les rythmes scolaires, c'est juste, le problème, c'était les rythmes scolaires d'avant. Aujourd'hui, l'Allemagne a créé plus de 200 000 ou 300 000 emplois avec la réforme fiscale écologique. Disons au moins la vérité aux gens. Personne dans la classe politique en France, parce qu'il y a des révoltes, parce que dans la rue, parce que les gens vont mal. Et c'est là où je dis que ce n'est pas une revendication d'autonomie. C'est une revendication de dépendance, et c'est très traditionnel dans des pays comme la France, de dépendance à l'État. Et je crois que ça, c'est un problème. L'État, aujourd'hui, on croit que oui, donnez-nous des emplois, sauvons-nous l'emploi, mais de ne pas discuter quel emploi, quel est le futur, quelle est l'industrialisation, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, là encore, moi je crois qu'en politique, les choses changent quand il y a des politiques qui n'ont pas face les choses contre la société, mais qui sont capables de rassembler. Et là encore, l'exemple, pour en finir, le plus flagrant, c'est De Gaulle. De Gaulle a été, même en putschant un peu, après sa 5e République, était président de la France pour garder l'Algérie française. C'est comme ça qu'il est dit. C'est pour cela qu'ils ont mis De Gaulle, parce qu'ils n'y arrivaient plus. Eh bien, De Gaulle, après 58, en 62, a dit c'est pas possible. Vouloir garder l'Algérie française, mais la France à feu et à sang, et on n'y arrivera pas. Et donc, il a fait la paix en Algérie. Au début, les forces politiques de gauche comme de droite, ce n'était pas leur tasse de thé pour expliquer. C'est la même chose pour l'Europe. Aujourd'hui, il manque vraiment dans l'espace public des personnalités, il manque des mouvements qui n'ont pas soit des bénis oui-oui de l'Europe, mais qui justement prennent au sérieux le problème de l'autonomie. Et je le répète, face à la mondialisation, l'Europe est le seul espace politique pouvant garantir une perspective d'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? C'est d'avoir le choix, notre libre choix de civilisation. C'est ça qu'il y a derrière. Est-ce que dans 30 ans, les Européens, quels qu'ils soient, auront leur mot à dire dans l'organisation de la planète, en partant de leur idée d'une politique sociale, d'une politique culturelle. Vous savez, dans tout le débat sur l'exception culturelle, qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, je prends l'exemple du cinéma. Qu'est-ce que c'est que le cinéma aujourd'hui? Le cinéma, ce sont les rêves d'une société.
toute une société, de l'enfance à l'âge le plus adulte, eh bien, vous structurez vos rêves par le cinéma. S'il n'y a plus qu'un cinéma au monde, Hollywood, je ne dis pas que tout ce que fait Hollywood est mauvais, au contraire, non plus si c'est bon, mais c'est une vision du monde. S'il n'y a que ça, eh bien, c'est un effondrement au niveau planétaire de l'idée démocratique, parce que les rêves sont unidimensionnels. Donc la défense d'un cinéma européen, la défense des cinémas dans toutes les parties du monde, c'est la défense de la diversité des rêves. C'est la défense de la diversité des êtres humains. C'est ça qui fait la richesse de la planète. Et c'est pour cela que là, il y a une reconquête d'autonomie. C'est quand même frappant, les grands contes pour enfants. Andersen, Grimm, Perrault, prenez, ces grands contes sont des contes européens. Pour les petits-enfants, aujourd'hui, pour la majorité des enfants, ces contes, c'est quoi? C'est Walt Disney. C'est plus européen. Et là, je veux faire un nationalisme, il y a une vision différente, une esthétique différente. Que ça soit Spielberg, qui ait fait la liste de Schindler, juif américain, c'était à des Européens de faire ce film. C'est l'histoire européenne, c'est la grande fracture européenne, etc., etc., etc. Donc, quand on parle comme ça de diversité culturelle, d'exception culturelle, eh bien, l'on parle en fait d'autonomie culturelle, des autonomies culturelles. Thank you. I saw, yes. Merci. Bien entendu, votre intervention très intéressante et riche provoque beaucoup de commentaires et questions. Je vais me limiter peut-être seulement à deux. Et la première, c'est la source même du titre même de cette conférence, la question d'identité européenne. Et pour être provocateur un peu, pourquoi les Français, les Allemands, etc., sans compter toutes les nations européennes, doivent remplacer leur nationalité, leur nationalisme, par exemple le nationalisme français, allemand, etc., par un nationalisme européen. Les Français se sentent très bien comme Français, les Allemands se sentent très bien comme Allemands, etc. Donc ça, je ne sais pas si vous allez de temps en temps en France, les Français n'ont pas l'air très bien en ce moment. Hein. Et pas seulement par le 2-0 à Kiev, hein. Il y a d'autres raisons aussi. Ça peut aller loin si on apprend effectivement la question. Et le deuxième point, vous avez donné l'exemple des États-Unis. C'est très intéressant cette comparaison. Les États-Unis, toute l'histoire des États-Unis en termes de fédéralisme est une histoire de transfert de compétences des États fédéraux vers le centre. Et un pays qui a une histoire différente, qui a une guerre civile, qui a une langue commune, etc. Donc, est-ce qu'une telle évolution en Europe ne risque pas d'entraîner une sorte de l'Union soviétique ou une sorte de l'Europe impérialiste? Et dans ce cas-là, qu'en est-il de la diversité que vous venez de mentionner? Ok, j'ai compris. Alors, écoutez, d'abord, je ne demande à personne qu'il jette à la poubelle sa nationalité. Je ne demande à personne. Je dis qu'aujourd'hui, l'identité se compose à différents niveaux. Vous êtes un homme, elle est une femme. Vous avez déjà deux identités différentes. Un, sans savoir si vous êtes polonais ou si elle est autrichienne. Je ne sais pas du tout, hein, c'est pas du tout. Hein, d'accord? Donc c'est déjà deux différences. Vous pouvez être gay, hétéro ou rien du tout. Trois identités, mais qui dans la vie quotidienne vous déterminent, sans que ça pose le problème de votre nationalité. OK? Vous pouvez être chômeur ou chef d'entreprise. Ça détermine votre identité, etc., etc. Et maintenant, je vous donne un exemple. Pour vous dire que ce que vous voulez dire, j'aurais envie de vous dire trop tard, cher monsieur.
Et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez, nous avons Erasmus, donc une jeune Hollandaise d'origine turque, hollandaise, faisant des études de droit, va faire 1 an d'Erasmus à Montpellier. Là, elle rencontre un joli Français d'origine maghrébine qui fait des études de médecine à Montpellier. Ils se sont retrouvés dans un troquet à Montpellier. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils se marient. Ils ont un enfant. Cet enfant est quoi? Turc, hollandais, français, maghrébin. Eh bien, je dis, donnez-leur la possibilité, si ils le veulent, de choisir simplement la citoyenneté européenne. Pour ne pas poser de problème à cet enfant. S'identifier à qui? Et maintenant, je vous donne un autre exemple. Je rêve, et dans le texte que j'ai sorti avec Ulrich Beck, une proposition qu'il y ait chaque année 1 million de personnes européennes qui puissent travailler 1 an ou étudier dans un autre État européen. Monsieur de la Palisse, faisant des études mathématiques très simples, vous dit, si vous avez 1 million d'Européens qui passent 1 an entre 18 ans et 40 ans, 1 an dans un autre État européen, vous avez environ la chance que 20 à 30% vont tomber amoureux. Ça veut dire que chaque année, vous avez des familles patchwork de 300 000. En 10 ans, vous avez 3 millions, etc., qui eux-mêmes auront des enfants. Ils sont quoi? L'ouverture de l'Europe, c'est aussi le dépassement, petit à petit, slowly but surely, de l'espace national, pour des raisons affectives. Donc je demande à personne de ne pas être un nationaliste français. Et moi aussi, j'aimerais que demain soir, l'équipe de France se qualifie. Moi, je suis allemand, hein, vous voyez. Et mon fils qui est allemand, il est pour la France. Et l'autre fils, il est pour le Brésil. Oh, on était un peu marteau, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux dire par là que c'est pas ça. Et quand vous dites, alors là, vous savez, le dernier qui m'a sorti ce truc de post-soviétisme, là, c'est Václav Klaus. Nom de Dieu, vraiment. De comparer l'Union européenne avec Moscou, c'est franchement dégueulasse. C'est vrai, parce que si c'était ça, l'impérialisme russe, Inch'Allah, il n'y aurait pas eu ces camps de concentration, il n'y aurait pas eu les goulags, il n'y aurait pas eu tout cela. Donc il faut quand même rester sur terre un peu. Il faut rester sur terre. Oui, l'Europe essaye de trouver un espace démocratique pour formuler des règles. Et personne n'est obligé. Moi, je suis pour les référendums pour pouvoir sortir de l'Europe. Que les Anglais le fassent. Qu'ils le fassent. Oui ou non, mais qu'ils arrêtent leur chantage. Parce que, vous savez, c'est comme dans un couple. Arrête-moi ou je me suicide. Tout le monde sait qu'évidemment, ils ne vont pas se suicider, mais ça fait peur. Et les Anglais, c'est comme ça. Si vous ne faites pas ce qu'on veut, on sort. Inch'Allah, faites-le. Faites-le. Faites votre... Vous savez, l'Angleterre, une fois dans son identité, doit décider s'ils veulent devenir le 51e État des États-Unis ou rester dans l'Union européenne. Mais les deux, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Voilà. Bonsoir. L'universel, c'est le local moins les murs. Miguel Torga. Pardon. Le problème que j'ai avec votre discours, Monsieur Cohn-Bendit, c'est que pour des milliers de gens sur ce continent, en acceptant des identités multiples telles que vous avez définies, malgré tout, le lieu où pour beaucoup centre leur être au monde est un cadre national.
Leur être au monde se pense à travers une langue, se pense à travers un territoire, se pense à travers des racines. Et par rapport, juste une petite parenthèse, l'exemple américain, for God's sake, qu'on arrête, on parle d'un pays qui naît officiellement, on oublie les pauvres Indiens qu'on a massacrés en 1492, on parle d'un continent qui a plus de 2000 ans d'histoire. Donc, et 50 ans, c'est au regard de la très longue période, c'est rien. Donc on arrête sur l'idée de dire que le modèle américain pourrait être comme ça reproductible, puisque là, on est sur des gens qui, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, leur héritage se situe dans un contexte national. Deuxièmement, la démocratie telle qu'ils l'aperçoivent s'imagine aussi et s'ancre dans un territoire. Donc ma question est, comment vous pouvez, et alors ne me renvoyez pas s'il vous plaît, à en dire que je suis un europhobe ou un eurosceptique ou un... rien dit, monsieur. Non, mais je vous préviens juste d'avance de pas... Donc de pas... Dites ce que vous avez à dire et laissez-moi dire ce que j'ai envie de dire. Oui, d'accord. Mais simplement de dire, donc, comment vous pouvez penser une démocratie, bon, post-nationale, s'il n'y a pas conscience chez les citoyens qu'il y a un territoire commun? Deuxièmement, si ce territoire commun n'est pas marqué par un imaginaire commun et que le choix, contrairement à l'idée de Renan, ce n'est pas un choix du quotidien. On a beaucoup de citoyens de l'Union européenne qui, dans leur réalité très concrète, pensent que l'Union européenne n'est pas un espace pour eux. Demandez aux Grecs, demandez aux Espagnols ou à tous les gens pour lesquels ils souffrent d'une politique de l'Union européenne. Et dernière question, parce que vous n'avez pas répondu à un collègue, le Conseil de l'Europe, dans toute cette optique-là, qu'est-ce que l'on fait dans ce cadre-là? Excusez-moi sur la non-réponse, monsieur le professeur, et je vais le faire cette fois-ci, je sais. Alors, écoutez, je ne nie pas que ce que vous dites a une certaine force de l'évidence. Alors, j'essaye de comprendre comment évolue une démocratie. Et, puisque vous, visiblement, vous êtes français, je voudrais partir de la Révolution française. Car si vous discutez avec les forces politiques en France, de droite comme de gauche, le pilier identitaire de la France, c'est la Révolution française. Oui, pour beaucoup. La République. Tout le monde s'y réfère. Alors, je me suis dit, d'accord, la France, la République, la Révolution française, quand est-ce que la France est devenue une véritable démocratie? Pas une république, simplement, une démocratie. Donc, provocateur comme je suis, j'ai essayé de chercher les arguments et je me suis dit, ça a mis 150 ans. De 1789, la France est devenue une véritable démocratie que 150 ans plus tard. Vous allez me dire, il est malade, il y a eu le Front populaire avant. Non. Les femmes en France ont eu le droit de voter qu'en 1945. C'était exactement... Alors, la Turquie l'a fait 30 ans avant. Mais ça, c'est pas grave, hein. Je veux dire... Simplement, si vous prenez la définition de l'égalité des citoyens, l'égalité des citoyens au moins à ce niveau-là, du droit de voter, donc de participer à la démocratie, a mis 150 ans. Voilà. Donc, si vous prenez l'histoire de l'Europe, vous avez raison, monsieur, 50 ans, ce n'est rien. L'Europe, c'est 4 siècles de massacres. C'est 4 siècles de massacres organisés par les États-nations. Nach Berlin, nach Paris, à Paris, à Berlin, 100 ans aujourd'hui, la guerre 14-18. C'était le local, c'était l'identité. Et pourquoi l'Europe, aujourd'hui, a réussi quelque chose qui n'a pas été possible avant la Deuxième Guerre mondiale? Ça aurait été pas mal, on l'aurait évité. Puis si ça avait été possible avant la Première Guerre mondiale, ça aurait été pas mal, on aurait évité 2. Pourquoi ça n'a pas été possible? Pour une simple raison. La défaite de l'Allemagne en 1945, de l'Allemagne nazie, et la défaite des États coloniaux, c'est-à-dire de la France et de l'Angleterre, ont créé la situation qu'aucun État européen ne pouvait avoir après
dans les années 50, un projet hégémonique en Europe. Aucun. Napoléon avait un projet européen. Hitler avait un projet européen. Staline avait un projet européen. C'est pas ça le problème. C'est qu'à partir du moment où il n'y avait plus cette hégémonie-là, cette possibilité d'hégémonie, que on a commencé à penser cette Europe. Ça a commencé par le charbon et l'acier. Je ne vous refais pas, vous connaissez ça mieux que moi, hein, toute cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que le choc de la réunification allemande a reposé le problème de l'Europe. Ne nous masquons pas les réalités. François Mitterrand, quand il a été à Berlin, essayé donc après la révolte, hein, après la chute du mur, il a été à Berlin pour voir si 2 États allemands n'étaient pas possibles. Pourquoi? Parce que pour cette génération, un État allemand au centre de l'Europe, c'était remettre en cause la base même de l'égalité des peuples en Europe. Il a été, puis il a vu que, oui, mais on ne pouvait pas empêcher un peuple de vouloir s'unifier, même avec l'histoire de l'Allemagne. Et donc, il a dit à son copain Helmut, dans les négociations 4+2, vous savez, parce que l'unification allemande devait être dans le droit international acceptée par les 4 pays garantissant l'Allemagne, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la Russie, les États-Unis, l'Angleterre et la France, il a dit « Nous n'accepterons une réunification allemande que s'il y a un approfondissement de l'Europe. » Et quel a été le symbole et la possibilité de l'approfondissement de l'Europe? Ça a été la monnaie unique, l'euro. L'euro n'est pas une décision économique. L'euro a été une décision politique d'une extrême importance pour enlever la peur pour beaucoup d'Européens à l'hégémonie allemande. Seulement, après, ceux qui ont été à Maastricht, c'était en fait des marxistes qui s'ignoraient. Ils ont dit on va mettre l'infrastructure et le politique va suivre automatiquement. Manque de peau, comme Marx s'est trompé, eux aussi ils se sont trompés. La superstructure n'a pas suivi automatiquement. Et c'est là où on est, c'est là notre problème. Alors vous avez raison, les gens se disent nous avons une monnaie commune, mais où est la gestion, la gouvernance démocratique de cette monnaie? Vous avez raison. Et il y a 2 possibilités maintenant. On revient en arrière, seulement vous devez me répondre à une question. Quand vous avez une omelette, comment vous revenez aux œufs? Si vous trouvez la solution, vous pouvez retourner au franc. Sinon, je dis oui, la question que vous posez, et c'est le problème des 50 prochaines années. Vous avez raison. La construction démocratique, ce dont je parle, ce n'est pas pour demain. Je le sais, mais c'est dans la perspective de cette construction de la démocratie. Et ça met du temps. Parce que les citoyens nous devons tous apprendre qu'il y a la démocratie locale, qu'il y a la démocratie nationale et il y a la démocratie post-nationale. Parce que, vous savez, dans tout le débat qu'il y a eu, par exemple, sur la régulation bancaire, c'était quand même évident. L'Allemagne, encore il y a 2 ans, parlait de la régulation bancaire. Ah non, la supervision nationale. Ah non, non. Ben, c'est les Allemands, supervisent les Allemands, les Français, etc. Et après, on coordonne. Puis ils se sont aperçus que ça ne marche pas. Que les banques étant transnationales, une supervision nationale ne veut rien dire. Et donc, on est aujourd'hui à construire quelque chose, c'est-à-dire, mais sans contrôle démocratique. Vous avez raison. Et quand vous parlez de la Grèce, les Grecs ne veulent pas sortir de l'Union européenne, ils ne veulent pas sortir de l'euro. Mais ils veulent un contrôle démocratique de quelque chose qui est indémocratique, qui s'appelle la Troïka. Vous avez raison. Seulement, c'est une chose de dire ils ne veulent pas de cette Europe, ou d'autre chose de dire ils veulent d'une Europe où ils ont quelque chose à dire. C'est quand même aberrant. La politique de la Troïka, elle est,
évidemment, le Parlement grec ne peut pas le discuter, et il n'y a aucun Parlement national. On est quand même dans cette aberration démocratique qui a été que quand il y a été le deuxième plan de sauvetage de la Grèce, le seul Parlement qui l'ait vraiment discuté, c'était le Bundestag. Vous avez 28 États européens. Si tous les États indépendamment discutent de ce plan, il y en a 13 qui disent oui, 12 qui disent je ne sais pas, et 3 qui disent non. Qui a raison? Vous devez trouver une structure de contrôle démocratique dans l'espace européen. Alors il y a des propositions aujourd'hui, différentes propositions d'un Eurogroupe, d'un Europarlement. Je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais derrière il y a la bonne question. Comment on contrôle démocratiquement les décisions nécessaires au niveau européen? Donc dans le combat qu'on mène aujourd'hui, ce n'est pas un combat de dire oui ou non, les gens ne croient plus en l'Europe parce qu'on ne leur propose pas une possibilité de s'investir démocratiquement dans l'Europe. On leur dit dormez bien, vos gouvernements vous représentent. Non, le ballet pitoyable vraiment des chefs de gouvernement pendant la crise de l'euro. Allez, ils arrivent avec leur Mercedes, ils descendent, photo de famille, clic, clac, clac. On a trouvé la solution, tout va bien. Allez, hop, voilà. Un mois plus tard, non, on ne l'avait pas trouvé le mois dernier, mais ça fait rien. On revient avec nos Mercedes, clic, clac, clac, on est ensemble, on a trouvé les solutions. Merde, c'est pas bon, mais ça fait rien, on vient le mois prochain. 27 réunions intergouvernementales. Pourquoi? Parce que l'intergouvernemental ne peut pas trouver l'intérêt commun. L'intergouvernemental est nécessaire pour défendre des intérêts nationaux. Et il faut que ça existe dans l'Europe. Mais s'il n'y a pas un espace démocratique qui est justement n'est pas l'intérêt national, eh bien on n'y arrivera pas. Donc la réponse à votre question, c'est ça. Oui, le fonctionnement est déficitaire. C'est pour cela que la question de la démocratie, de l'identité de la démocratie européenne est au centre des débats sur le Conseil de l'Europe. Je crois que le Conseil de l'Europe est un espace politique qui dépasse l'espace de l'Union européenne. L'avantage du Conseil de l'Europe, c'est d'avoir la Turquie, d'avoir la Russie, donc de poser les questions de démocratie et de fonctionnement démocratique interne dans ces pays, dans tous les pays, au centre. Si le Conseil de l'Europe, par exemple, s'engage à analyser tout ce qui avait été autour des vols de la CIA, etc., il pose les questions de la démocratie et du fonctionnement de l'État de droit dans tous les États européens, de la Pologne à la Roumanie et je ne sais où il y a eu ces vols, ces arrestations par la CIA. Si aujourd'hui vous avez, et je crois que ça sera un grand sujet, autant je suis pour l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne, si. Parce que je crois que stratégiquement, à long terme, l'Europe a besoin de la Turquie. Mais le problème du fonctionnement, de l'agenda maintenant, de l'AKP en Turquie, d'un agenda, d'une inversion, on a quitté, on est sorti de l'intégrisme kémaliste pour arriver à l'intégrisme musulman. Ah, ça, c'est vraiment, c'est de Karim en c'est l'horreur, quoi. Et c'est pour ça que là, le Conseil de l'Europe joue un rôle, comme sur la Russie, sur le fonctionnement de la Russie, sur l'état de droit, donc, et pas seulement sur l'état de droit en France, sur l'état de droit de tous les pays, quand on parle le problème des Roms, quand on prend le problème de l'immigration, etc. Donc oui, le Conseil de l'Europe a un rôle important qui n'est pas le même que le rôle de l'Union européenne. Parce que le Conseil de l'Europe s'organise autour des États-nations, ce qui a sa légitimité aujourd'hui. Thank you. We have three questions, only time for three questions. We go this side, yes, and Monsieur Klaus Schumann, and then the lady over there. And we take them en bloc. En bloc.
Mais, Monsieur Cohn-Bendit, vous avez parlé d'une identité politique de l'avenir. Et je pense qu'en parlant d'une identité politique de l'avenir, vous avez parlé d'utiliser notre imagination, donc de dire quels seront les concepts porteurs qui peuvent tisser l'interaction entre nos citoyens pour construire, dans un cadre de la mondialisation, ce que nous appelons une identité européenne. Je pense que pour ça, il faudrait renouveler les concepts autour desquels on tisse l'identité. Et je pense par exemple que les concepts des biens communs, entendus comme gestion participative à l'utilisation des ressources, est un concept essentiel d'une nouvelle identité politique. Et je regrette toujours qu'en Europe, y compris les conseils de l'Europe dans lesquels je travaille, ce concept de bien commun ne soit pas un concept exploré du point de vue politique pour construire ces interactions, comme dit Hannah Arendt, des transformations qui sont indispensables à recréer une identité qui va au-delà de la simple appartenance nationale. Et la deuxième, je voudrais connaître c'est dans votre vision d'avenir, ces concepts, ces pratiques pourront y avoir un espace. Par ailleurs, la deuxième question se réfère au fait que vous avez cité Lacan, sur lequel, pour l'Europe, il n'y a pas de frontière que celle de la démocratie. Je suis italienne et j'ai honte de Lampedusa, Monsieur Cohn-Bendit. Il y a une frontière. Et je pense qu'il faut pouvoir discuter de cette frontière aussi pour que nous, on n'aille pas honte comme moi d'être européens vis-à-vis d'une frontière dans laquelle les gens sont forcés d'émigrer parce que quelque part, il n'y a pas une réponse démocratique ou la réponse démocratique est en construction. Et donc, je voudrais un petit peu, si vous pouvez élaborer, il existe Frontex, il existe une frontière, et ça, je pense, rend difficile pour nous, qui luttons pour la dignité humaine, de s'identifier avec les résultats d'une frontière qui malheureusement existe vis-à-vis des autres. Thank you. Pas de réflexion philosophique, plutôt une simple suggestion pragmatique. Le temps presse, ça a été dit, parce que les élections européennes, c'est déjà dans 6 mois. Vous-même, Monsieur Cohn-Bendit, vous avez souligné l'importance de communiquer sur le projet européen, de dire vrai, d'expliquer aux gens que maîtriser la mondialisation est seulement possible grâce à l'Europe. Expliquer l'importance de l'euro. Tout ça est très important, mais il faut des porte-paroles. Vous en êtes un. Mais pourquoi vous ne cherchez pas des alliés parmi vos confrères actuels et anciens au Parlement européen? Vous avez dit la droite et la gauche, ça ne veut plus rien dire. Vous avez déjà un allié, M. Verhofstadt, c'est le groupe libéral. Mais pourquoi pas prendre aussi l'un ou l'autre des anciens présidents, M. Pöttering, qui couvre le PPE, Baron Crespo, l'Espagne et les socialistes. Et il faut peut-être aussi une personnalité de l'Europe, l'ancienne Europe centrale et orientale, un Polonais, M. Sikorski ou M. Tusk. Et vous faites un manifeste européen qui sera publié à travers la presse écrite dans toute l'Europe. Et vous vous engagez dans la campagne électorale en allant de pays en pays, pas tous ensemble, mais en petits groupes, 2 ou 3. Je suis sûr que les télés dans ces pays vous accueillent avec plaisir. Ainsi, les citoyens européens auraient au moins le discours qu'il faut et qui n'est pas lié à l'intérêt national du pays X, Y ou Z.
Thank you. And young lady, the last question. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Cohn-Bendit, pour votre discours. Je m'appelle Geoffrey Jakubova, je suis étudiante de l'IOP de Strasbourg. Là. Je voudrais vous poser une question qui est liée à l'identité européenne. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être la xénophobie et le nationalisme montent à cause que l'Union européenne a oublié de travailler sur la question de la culture et des langues européennes, puisque même si les frontières n'existent plus, on ne se comprend pas. Si on passe des frontières, il faut vraiment parler d'une autre langue. Et après, c'est quelque chose qui ne nous approche pas, mais c'est quelque chose qui nous éloigne. Donc, je pense que les Européens ne sont pas trop proches entre nous-mêmes dans l'Union européenne. Donc, est-ce que vous pensez qu'est-ce que l'Union européenne peut faire dans ce sujet-là? Merci. Alors d'abord, quand vous avez parlé de Hannah Arendt, effectivement, dans l'œuvre de Hannah Arendt, l'idée justement de l'espace politique est une idée qui n'est pas un espace national. Bon, c'est lié aussi à son histoire, c'est lié à l'émigration. Elle a même formulé une théorie des apatrides. D'ailleurs, un texte qu'elle a écrit et formulé un peu avec mon père, c'est pour ça que, puisqu'ils étaient très proches. Et donc, l'interaction dont vous parlez, c'est effectivement, c'est le moyen, la possibilité aux Européens, justement, de développer cette nouvelle identité d'avenir, et je relierai ça après à l'histoire de la culture et des populismes. Quand vous parlez de Lampedusa, oui, je n'ai pas dit que les frontières n'existaient pas. Je n'ai pas dit que la démocratie européenne était une démocratie qui fonctionnait partout. Je dis que le débat sur l'identité et nos identités ou nos idées de l'identité ne sont pas des débats qui mènent de culture religieuse sur la culture ethnique, mais sur quelle forme nos démocraties. Vous pouvez être, disons, avoir honte de l'Europe à cause de Lampedusa, mais comme de l'Italie. Car l'Italie, en tant que pays, c'était l'Italie, c'est l'Allemagne, ce sont les pays européens, les gouvernements qui font Lampedusa. Quand Berlusconi négociait avec Kadhafi le retour ou l'empêchement des réfugiés d'arriver justement en Italie ou à Malte, on se foutait complètement de comment ils étaient traités en Libye. La seule chose qu'on leur demandait, c'est de ne pas partir. Et donc, c'est pas la question que vous posez, elle est aussi bien nationale qu'européenne. C'est la question de quel est notre rapport en Europe, que ce soit l'Union européenne ou les États européens, et c'est pour ça là que le Conseil de l'Europe est tout aussi bien, disons, est interpellé comme l'Union européenne, c'est quelle est la politique de migration qui respecte une idée des droits de l'homme. Et vous savez, c'est sûrement pas simple. Il y a l'idée humaniste, humanitaire, et vous avez raison, accueillir, et en même temps, on sait très bien que la solution passe par, en fait, pourquoi ces gens quittent leur pays. Pourquoi je ne crois pas que la solution soit que tout le monde vienne en Europe parce que c'est mieux. Mais c'est vrai que le système planétaire politique, cette mondialisation, fait que des familles se cotisent pour envoyer les plus forts, pour avoir une chance d'aller en Europe, pour faire une tête de pont et après les autres pourraient revenir. Et c'est là aussi qu'il faut mener une politique. Nous n'avons pas une politique, nous avons une politique agricole commune, avec l'exportation qui casse les politiques agricoles dans beaucoup de pays africains, qui crée de la pauvreté. Si aujourd'hui, quelqu'un s'est demandé, mais ces bateaux qui viennent à Lampedusa, c'est quoi? Eh bien, ce sont des bateaux de pêcheurs où la pêche industrielle européenne a cassé les pêches régionales. Et c'est pour ça que leur seul moyen de survie aujourd'hui, c'est justement
de faire ces transports avec ces vieux bateaux de pêche. Donc, ça aussi, ça fait partie de la réflexion. Mais la seule chose, je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement, si vous voulez une autre politique d'immigration, elle ne passe que par une autre politique européenne, pas par l'addition de 27 politiques d'immigration nationales. Et ce qui est détestable, c'est qu'un pays comme l'Allemagne, au centre de l'Europe, avec la décision européenne qu'on pose, on pose les droits d'asile, on le demande là où on arrive, comme ils n'ont pas de mer, enfin, pratiquement pas, ben, eux, ils sont sanctuarisés. Je veux dire, il y a une injustice profonde dans toute la réglementation européenne. Vous avez raison. Mais ce n'est pas l'Europe en soi, ce sont les sociétés européennes. Et c'est là le problème, et j'en arrive au populisme. Ne nous mentons pas. Une grande majorité de nos citoyens se foutent de ce qui se passe à Lampedusa. Ne nous mentons pas ensemble. C'est ça notre problème. Les gens, parce que, voilà, la crise, parce que ceci, parce que cela. Et quand les populistes se réunissent aujourd'hui, ils vont faire 15, il faut faire attention, ils vont faire 20%, je ne sais pas quoi, mais ils ne vont pas faire 80%, ils ne vont pas faire 50%. Mais ils argumentent, on n'en a rien à cirer, que tous ces gens restent en dehors. Ils vont avoir des millions de voix. Alors les responsables, c'est les politiques, et les responsables, c'est, et j'en arrive à ce que vous avez demandé, oui, ce n'est pas seulement la culture. Oui, je crois que l'idée européenne était une idée de surmonter les égoïsmes nationaux. Et en fait, aujourd'hui, nous nous apercevons que nos sociétés se structurent autour d'égoïsme, de particularisme. Et là, il y a une véritable défaite. Là, il y a un véritable problème où il y a de véritables contradictions. C'est pas seulement de parler de culture, d'échange. Vous avez d'énormes différences de réalité. Si vous allez à Berlin aujourd'hui, vous voyez, toutes les jeunesses européennes, enfin une partie vont à Berlin aujourd'hui. Vous avez Berlin et le symbole, et c'est même très beau quand on connaît l'histoire, c'est le symbole d'un renouveau, c'est le symbole d'un universalisme. Vous savez, il y a, je veux dire, l'histoire est complètement folle. Il y a aujourd'hui à Berlin au moins 50 à 60 000 Israéliens qui sont venus à Berlin pour respirer. Si je vous avais dit en 1944 qu'il va y avoir un État israélien et que des dizaines de milliers d'Israéliens, pour pouvoir souffler, vont vouloir venir à Berlin, vous dites, mais celui-là, il est complètement marteau. Alors vraiment, il est complètement malade. C'est-à-dire que cette Europe, c'est ça, et cette Europe, c'est Lampedusa. L'Europe, c'est effectivement une réalité d'universalisme, et en même temps, un refus et un rejet par les angoisses. Et là où vous avez raison, c'est quand vous dites la culture, oui, la culture vécue au quotidien. Il y a des cultures européennes. Il y a même ces jeunes, ceux qui sont les indignés, tout ça, ce sont des mélanges. Mais, d'un autre côté, il y a aussi des cultures égoïstes de rejet qui existent. C'est le combat, c'est un combat de société. Je crois que on peut pointer les politiques, dire ils sont responsables, et en même temps, il faut pointer toute la société et les combats nécessaires dans la société. Ça va durer un certain temps, je ne sais pas, vous savez, si vous prenez l'histoire, elle peut être décevante. Les marxistes traditionnels se sont dit quand le capitalisme va s'effondrer, la classe ouvrière va retrouver son intérêt, va comprendre son intérêt et ce sera l'avènement du socialisme. Ce n'est pas tout à fait ça qui est arrivé quand on voit les crises. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Dans la crise d'aujourd'hui, malheureusement, automatiquement par déterminisme, ce n'est pas l'universalisme qui est la seule solution. Il y a le repli national, il y a l'égoïsme. Et c'est
C'est ce combat qu'on est en train de vivre. Alors vous dites, Monsieur Cohn-Bendit, allez, écoutez, moi je vous dis une chose, j'ai 68 ans. L'année dernière, il y a 2 ans, j'ai eu un cancer de la thyroïde. Je suis personnellement intimement convaincu de la nécessité de l'Europe, mais je suis aussi intimement convaincu que ça fait 20 ans que j'ai passé au Parlement européen, que je me suis battu et qu'aujourd'hui, il faut passer le relais. Vous savez, bon, c'est très égoïste. Je veux partir au moment où les gens me disent ne pars pas. Je ne veux pas partir quand les gens me disent putain, pourquoi il n'est pas parti plus tôt celui-là? On ne peut plus le voir. C'est vrai que c'est ridicule, mais c'est comme ça. Je dis je vais participer, je vais aider, mais c'est à des jeunes générations. L'idée européenne, où elle est reprise par des jeunes générations de politiques qui ne font plus des petits calculs, mais qui mettent ça vraiment comme leur idée en politique, et dans les 10, 15, 20 ans, l'Europe avancera ou on n'y arrivera pas. Il n'est pas de sauveur suprême, etc., etc., etc. Allez, merci et bonsoir.